Et on va, on va dire, conclure, ou en tout cas, voilà, aller vers la fin, dézoomer, en fait. On a évoqué un petit peu déjà l'Allemagne, il y a certains pays qui ont été cités. Là, en fait, Michel Rivasi est avec nous ce matin donc pour faire un grand zoom arrière, prendre du recul. Elle a disparu. Ah non, pardon, vous êtes là. Pour voilà, Là. regarder un peu ce qui se passe en Europe sur toutes ces questions-là. Donc Michel Rivasi, députée européenne, engagée de longue date, militante et associative sur beaucoup de sujets, notamment les questions de santé environnementale. Je vous laisse aussi compléter le portrait, puisque vous avez aussi beaucoup d'engagement et de casquettes. Mais donc, vous êtes aussi investi sur ces questions de médecine et de santé intégrative, et vous pourrez sûrement partager avec nous l'expérience du webinaire assez récent que vous avez eu sur le sujet. Et donc, nous dire un peu, voilà, de votre point de vue européen, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays sur les différents sujets qu'on a évoqués ce matin. Merci, merci à vous en tout cas. Un grand merci pour l'organisation de ce webinaire. Ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'intervenants. J'ai beaucoup apprécié vos interventions, d'ailleurs à tous et toutes, parce que je travaille surtout sur le plan européen, un peu moins sur le plan français. Et là, ça va me permettre de vous intégrer dans la médecine intégrative sur le plan européen. Alors, moi, je retiens dans tout ce que vous avez dit, que ça soit sur mettre le patient au cœur, qu'il soit actif, la pluridisciplinarité, la notion de lien, de bien-être, et puis une demande de plus en plus forte. Ça correspond vraiment à la devise de l'Europe, vous savez, l'unité dans la diversité. Hein, je trouve que ça récapitule bien comment faire travailler les gens ensemble, comment avoir une formation inclusive, etc. Et c'est vrai que moi, mon passé, je suis agrégée en biologie et c'est vrai que toute la problématique de la santé, alors que ça soit au départ sur la radioactivité, puisque quand j'avais créé la CRIRAD en 86, après Tchernobyl, que ça soit le problème des ondes électromagnétiques, que ça soit santé-environnement, que ce soit les scandales sur les médicaments, tout ça, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et sur la médecine intégrative, eh ben, il y a du travail à faire quand même. Hein. Alors, j'avais organisé 2 colloques. Un premier colloque, c'était le 26 octobre 2020. C'était Symposium Oncologie intégrative qui avait été organisé par la Fédération internationale des associations médicales anthroposophiques. Et donc, on l'avait fait en collaboration avec le land du Bade-Württemberg, qui était, vous savez, un land qui est très, qui promeut beaucoup la médecine intégrative, à la fois au niveau des hôpitaux et puis, bien sûr, de tous les praticiens sur la médecine complémentaire. Et donc, il y avait les hôpitaux, les réseaux de soins ambulatoires, les instituts de recherche, tout le monde était associé. Il y avait des centaines de personnes qui suivaient ça. Et alors, on s'est pris les réseaux sociaux parce qu'il y avait le terme anthroposophique. Vous voyez, ça a été terrible. Mais enfin, c'est pour vous montrer. Vous voyez, c'était européen. Hein. Il y avait donc des Allemands qui intervenaient, des Luxembourgeois. Enfin bon, c'était vraiment sur le plan européen. Et après, j'ai fait un deuxième colloque. C'était le 17 mars 2021. C'était l'approche holistique du traitement du cancer. Et là, on l'a organisé parce que j'ai créé un groupe d'intérêt du Parlement européen sur la médecine intégrative et la santé. Donc là, on avait invité vraiment beaucoup de médecins, mais c'était très sur l'oncologie intégrative. Alors tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est Laurence et d'autres qui ont parlé du cancer du sein. Donc, il y a eu des interventions, pas que, mais qui montraient vraiment quelle était la valeur ajoutée de cette médecine intégrative. Là, il y a eu des milliers de personnes qui ont suivi, vous voyez, sur le plan européen. Donc, c'est vraiment une demande. Hein. Il y a vraiment une appétence pour comprendre ces problématiques-là. Et comme français, d'ailleurs, il y avait, mais vous devez bien le connaître d'ailleurs, il y avait Jean-Lionel Bagot, hein, qui était intervenu justement dans le cadre de ce colloque. Bon. Donc,
c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Et maintenant, sur le plan européen, comment ça se passe? Donc, on a fait ce groupe d'intérêt des parlementaires européens et j'ai voulu que ça soit transgroupe politique. Donc, il y a des gens du Parti populaire européen, donc c'est vraiment les conservateurs. Si vous voulez, en France, ça correspond aux républicains. Vous avez des socialistes, vous avez beaucoup de verts, parce que les verts sont très sensibles à la médecine intégrative, et ça nous permet donc d'organiser des structures. Et puis en parallèle, il faut que vous sachiez qu'en ce moment, au Parlement européen, il y a une grosse commission spéciale sur le cancer. Comment vaincre le cancer? Et là, quand j'ai abordé le problème de la médecine intégrative, j'avoue que j'ai reçu beaucoup de critiques parce que cette commission spéciale qui fait beaucoup d'auditions, eh bien, c'est surtout les oncologues qui interviennent et c'est vraiment les traitements. Hein. Il faut quand même que vous sachiez que cancer, c'est traitement. Et le fait de vouloir intégrer la médecine intégrative, je vais le faire, hein, parce que vous savez, je ne lâche pas, mais je vais le faire par les États membres. Donc, ça va être dans les prochaines auditions. Et puis, suite au Covid, vous savez qu'il y a eu une reprise de compétences, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que la santé, ce n'est pas une compétence vraiment de l'Union européenne, ce sont les États membres qui sont souverains sur la santé, et que l'Europe intervient dans quoi? Elle intervient dans les maladies transfrontalières, elle intervient dans les autorisations de mise sur le marché des médicaments, et elle intervient dans le contrôle et la surveillance des maladies infectieuses. Bon. Donc ça, c'est le gros paquet. Mais dû au Covid, l'Europe veut se réapproprier la santé, et donc il y a eu un grand plan qui s'appelle EU for Health, qui s'est doté d'un budget de 5 milliards d'euros et qui, ça a été voté d'ailleurs il y a 15 jours, où on a voulu mettre plus le paquet sur la prévention, sur tout ce qui est traitement, soins, et puis construction de réseaux, et où là, nous, on avait déposé des amendements pour intégrer la médecine intégrative. Sur les 5 amendements qu'on avait déposés, un seul a été voté en plénière, donc c'est pour vous montrer que c'est compliqué à faire passer, hein. Mais enfin, il y en a un qui a été intégré où justement on veut la promotion de la médecine intégrative et sa prise en considération. Un autre secteur où on peut intervenir, c'est la formation professionnelle, parce que je me bagarre beaucoup, moi, sur tout ce qui est phytothérapie. Et vous savez qu'en France, il n'y a plus d'herboristerie, alors que ça, on en a dans d'autres pays européens. Et c'est par la formation professionnelle avec des sénateurs français qu'on essaie d'intégrer tout ce qui est phytothérapie, vous voyez, sur un plan d'une harmonisation de la formation professionnelle pour faire sauter l'ordre des pharmaciens qui interdit l'herboristerie. Vous voyez, moi, je joue sur l'Europe pour essayer de réintégrer ça au niveau français. Et puis, il y a la partie recherche Horizon 2020, où là, il peut y avoir des appels d'offres sur justement l'évaluation. Et c'était l'intervention que j'ai beaucoup appréciée de Laurence Verneuil sur… enfin, je en discuterai tout à l'heure. Voilà. Alors, sur qu'est-ce qui existe dans l'Europe? Alors, il y a beaucoup d'associations nationales de médecine intégrative en Europe. C'est très présent en Allemagne. L'Allemagne est vraiment le pays où c'est vraiment très intégré en quelque sorte. Vous avez l'Italie, parce que l'Italie, si vous voulez, tout ce qui concerne la santé, ce sont les régions qui en sont responsables. Et ils prennent en compte, notamment la Toscane, le rôle des médecines complémentaires, alors que ce soit acupuncture, phytothérapie, homéopathie, et c'est vraiment intégré dans le traitement. Sinon, il y a beaucoup de chaires professorales de médecine intégrative en Europe, toujours en Allemagne, vous avez Berlin, Duisbourg, Rostock, Munich, en Hongrie, en Italie, en Norvège, en Suède,
en Suisse. Bon, si la Suisse n'est pas dans l'Europe, mais elle participe beaucoup. Et au Royaume-Uni, quand ils étaient sur le plan européen. Et il y a eu un programme qui s'appelle Cambrella, qui était un projet de recherche financé par la Commission européenne visant à faire un état des lieux des médecines douces en Europe. Et qui a découvert qu'en 2013, il y avait environ 180 000 médecins dans l'Union européenne qui avaient suivi une formation et un enseignement dans une ou plusieurs modalités justement de ces médecines complémentaires et alternatives. Donc, il y a un vrai, et je trouve que vous n'utilisez peut-être pas assez l'Europe là-dessus, sur ces appels d'offres, il y a une vraie demande, et même au niveau de la Direction générale de la santé, parce qu'au webinaire qu'on a organisé le 17 mars, ils étaient là. Il y avait la Direction générale de la santé qui appuyait la médecine intégrative. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une demande là-dessus. Et le bilan aussi sur le plan européen, c'est qu'il n'y a pas d'association de patients pour la médecine intégrative en général. Alors, il y en a quand même deux. Il y en a une sur les associations de patients en homéopathie, qui s'appelle l'EFPA, et puis une sur la Fédération européenne des patients en médecine anthroposophique. Vous voyez, cette médecine qui a été fortement attaquée parce que c'était une secte. Alors, moi, j'ai découvert d'ailleurs ces attaques qui étaient assez incroyables. Donc, il y a une grosse fondation qui s'appelle Eurocam, sur lequel moi je m'appuie quand j'organise des webinaires, parce qu'ils sont là vraiment pour promouvoir une médecine complémentaire et alternative. Donc, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai écouté depuis ce matin, à ce côté pluridisciplinaire, à ce côté intégration, etc. Ils sont assez actifs. Voilà, grosso modo, voilà sur le plan européen. Alors maintenant, les obstacles. Pourquoi j'ai tant de problèmes à faire des amendements pour que la médecine intégrative soit impliquée, je dirais, dans toutes les politiques de santé sur le plan européen? D'abord, il y a un problème culturel. Les gens, quand on parle de médecine intégrative, médecine complémentaire, médecine alternative, ils ont l'impression d'aller dans un secteur qui est non épistémologiquement contrôlé. Et donc, ils sont, tout à l'heure, vous avez parlé, il faut être rationnel, Grégory Nino en parlait, mais chez eux, c'est que quand on parle d'évaluation qualitative, pour eux, il y a un tel climat, et je peux vous dire, parce que je me fais beaucoup attaquer là-dessus, quand j'ai soutenu l'homéopathie, c'est que c'est l'évaluation quantitative qui est importante. Ce sont les études randomisées. D'ailleurs, l'histoire du professeur Raoult, c'était complètement ça, quoi. Voilà, c'est pas randomisé, ça marche pas, c'est pas valable, etc. Ça existe énormément. Après, au niveau de la formation, je pense qu'il faut énormément insister pour que dans la formation continue des médecins, il y ait cette partie-là, il y ait cet échange. Sinon, on tombe dans des versions en silo, ce qui fait qu'après, on a un mal fou à faire travailler les gens ensemble et à faire accepter la différence. Parce que vous parliez de différence, moi je suis tout à fait d'accord avec cette diversité, avec cet échange d'expérience, mais il faut l'intégrer dans la formation, sinon après c'est très compliqué à faire. Chacun reste sur ses castes. De même, alors, là où Laurence Verneuil, c'était très important, ainsi que Grégory, c'est quand vous parlez d'évaluation. Moi, je pense que si on n'est pas capable de faire passer que l'évaluation mixte, l'évaluation quantitative, l'évaluation qualitative peut apporter une valeur ajoutée, peut être contrôlée. Vous voyez, parce que quand c'est qualitatif, c'est observationnel et on dirait que c'est pas sérieux. Et ça, c'est incroyable comme c'est inscrit maintenant dans les neurones des gens. Et je trouve que c'est très important de défendre cette évaluation mixte, cette évaluation qualitative dans le domaine de la médecine intégrative. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et c'est que parce que des gens, d'ailleurs, l'intervention de la naturopathe, là, qui est une collègue, Anne Portier,
vous voyez ce qu'elle a dit? C'est parce que le médecin avait ses enfants qui ont été soignés qu'il a reconnu l'importance de la naturopathie. C'est-à-dire que c'est l'expérience des gens qui fait qu'il y a une ouverture qui se fait. Ben, il faut absolument qu'on modifie les règles et qu'on accepte des règles plus larges. Parce que sinon, c'est terrible. Alors, d'où ça vient, ça? Je vais vous dire d'où ça vient. C'est qu'il y a un lobby pharmaceutique qui est terrible et que plus vous allez faire de la médecine intégrative, moins vous allez utiliser des médicaments. Et je peux vous le dire parce qu'à l'heure actuelle, moi, je travaille sur tous les paquets santé à l'Europe, que ce soit l'augmentation des compétences de l'Agence européenne des médicaments, parce qu'à l'heure actuelle, il va y avoir une extension de compétences sur tout ce qui est pénurie des médicaments, que ce soit sur l'agence qui va contrôler les maladies infectieuses. On veut augmenter ses compétences. Que ce soit sur une nouvelle agence qu'on va créer à l'Europe qui s'appelle ERA, qui va être là pour tout ce qui est innovation, c'est que l'industrie pharmaceutique est derrière. Vous voyez, c'est promouvoir les médicaments avec des évaluations quantitatives très serrées, etc. Et donc là, on se heurte à un obstacle. Alors moi, quand je parle de médecine ou quand notre groupe de parlementaires parle de médecine intégrative, on vous dit « Ah, mais c'est pas sérieux. » Donc ça, c'est un gros souci. Et je terminerai pour dire que, en fait, tout ça, ça correspond à un manque de confiance parce que la demande est là, par contre. Quand vous voyez tous les gens qui sont très attentifs à avoir, à ce que leur propose une médecine beaucoup plus large, beaucoup plus diverse, c'est parce que, ils font moins confiance à la médecine conventionnelle avec les traitements, parce qu'il y a eu quand même des scandales en France. On dit que les Français sont toujours plus rebelles. Et c'est parce qu'il y a eu quand même des scandales français, que ce soit le Mediator, même que ce soit la grippe H1N1, où Mme Bachelot avait commandé des millions de doses et avait un peu alarmé les gens. Et que les gens, vous savez, ils sont quand même très critiques en France par rapport à d'autres pays. Eh bien, cette confiance, on peut la retrouver que si, d'une part, il y a un bon échange entre les médecins conventionnels et les médecins qui pratiquent, et les patriciens qui pratiquent d'autres médecines, parce qu'en même temps, il y aura une transparence dans ce qu'ils vivent. Parce que tout à l'heure, Grégory, tu parlais des gens qui ne veulent même pas dire qu'ils prennent d'autres médicaments. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas de confiance. Et je trouve que c'est très important s'il y a une offre, et aussi bien d'ailleurs au niveau des hôpitaux, parce que là, vous parliez que des établissements non hospitaliers, mais je pense que dans les hôpitaux, ça fera évoluer les choses aussi si on l'intègre dans les hôpitaux. Vous voyez, les Allemands, ils travaillent vraiment en équipe dans les hôpitaux. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des cliniques privées, des établissements privés, etc. C'est complémentaire. Pour moi, je suis toujours pour qu'il y ait une grande diversité d'offres. Et que, voilà, moi, je pense que si on revoit l'évaluation, si on confirme les formations diverses, si on oblige aussi les gens à travailler en équipe, parce que ça, c'est important, eh ben, on arrivera à avoir pour le patient, parce que moi, je mets le patient, vous voyez, vraiment au centre, et il faut qu'il y ait une diversité d'offres. Donc, sur le plan européen, la demande existe. Le fait qu'on soit plusieurs pays, ça met de côté un peu la France parce que on voit qu'il y a plein d'autres choses qui se font ailleurs et qu'il faut absolument valoriser ça et le faire passer grâce à des associations comme Ressenti, parce que je trouve ça très important que vous soyez là et que ça peut être le début d'une coopération, d'une fédération, vous voyez, à la fois sur le plan français puis sur le plan européen. En tout cas, je ferai tout pour. Est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y, Grégory, oui. Merci beaucoup, Madame la députée. C'est un vrai bonheur de vous écouter. Je vous connaissais de lecture, mais je ne vous connaissais pas de visu. Mais c'est un vrai bonheur. J'ai plein de choses à dire et j'espère qu'on va pouvoir échanger.
La première, c'est que sur le cancer, parce que c'est mon sujet, je travaille donc à l'Institut du cancer de Montpellier, et l'INCa, l'INSERM, a financé un CIRIC dédié, et pour vous raconter de façon très courte, ce CIRIC de Montpellier, au départ, c'était que des oncologues, donc c'est vraiment beaucoup de financement pour la recherche. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire, Cyril? CIRIC, c'est un site intégré de recherche clinique sur lequel on met en lien les chercheurs et les cliniciens. Et le jury international, en 2012, avait refusé ce projet. Et nous, on avait un petit projet sur les soins intégratifs et la recherche sur les soins de support, en fait. Et le jury international a dit, ce point-là, il est tout petit, là, mais il est vraiment important. Et donc, les oncologues ont refait passer à un niveau axe important, autant que d'autres stratégies médicamenteuses en particulier. Et on a été validé. Et depuis, on fait des recherches de haut niveau sur ces questions-là. Et je pense que depuis 2013, il y a eu une évolution sur Montpellier très, très forte de l'intégration. Et je le vois dans la pratique clinique. Hein. Il y a des thérapeutes de type art thérapeute, de type, beaucoup de thérapeutiques qui sont en train d'entrer dans le centre. Et c'est un changement profond. Alors, moi, j'aimerais comprendre, et je vous poserai la question à la fin, mais comme ça vous laisse le temps d'y réfléchir, comment, quand on envoie par l'appel de Montpellier à Madame Bucher, direction de la générale de la santé Europe, hein, elle me répond en disant, moi, à part le médicament et à part les plantes, tout le reste en Europe ne nous intéresse pas, les interventions non médicamenteuses, retournez-vous. Voilà. C'est pour moi quelque chose de choquant, et je vous enverrai ce courrier, parce que effectivement, je suis ravi d'apprendre que l'Europe s'y intéresse de plus en plus et que je serai prêt à y contribuer de façon très, très importante. L'autre point, vous avez parlé de la recherche des horizons 2020. J'en ai déposé un. On s'est fait dézinguer, mais vraiment, en disant que les interventions non médicamenteuses, tout ça, c'est pas de la recherche. Et je crois que, déposer un horizon 2020 avec tous les efforts qu'on y fait, on a une équipe INSERM maintenant, donc j'espère que ça ira plus vite. On va en redéposer un. Mais vraiment, entre guillemets, si on peut avoir des soutiens aussi, ça me paraît un élément important. Un avant-dernier point, le CUMIC, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, vous le connaissez probablement, qui est présidé par le professeur Jacques Coppersuin de Strasbourg, dont Laurence Verneuil est vice-présidente. Donc ce collège-là, qui a été créé en 2017 en France, qui réunit plein d'académiques sur le sujet, a fait passer, et donc peut-être que les personnes ne sont pas au courant, mais que dans le deuxième cycle des études médicales, obligatoirement, il y a un item sur les interventions non médicamenteuses et les thérapeutiques complémentaires. Tous les médecins vont avoir au moins ce cours-là. Et il y a plein de cours vidéo qui vont être faits. Je pense que cette évolution, elle est toute petite, elle est toute modeste. Hein. Mais en tout cas, c'est un signe important qu'on commence à mettre quelques leviers sur cette pratique. Et peut-être un autre point, l'OMS a donc lancé ce grand plan sur les médecines traditionnelles complémentaires. Et manifestement, il semble qu'il n'y ait personne de représentant du ministère de la Santé. Je suis allé voir M. Salomon il y a 2 ans en disant mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un du ministère qui représente voilà. Et là encore, la France est un peu absente de ces débats côté OMS et peut-être que vous pourriez agir côté européen pour que ça bouge. Et le dernier point, si on est dans la médecine intégrative, c'est vrai que les lobbies pharmaceutiques sont forts. Mais à côté, le congrès ICEPS, et j'espère que je vous inviterai, que vous viendrez un de ces 4 pour nous parler de tout ça, c'est vrai qu'ils avaient au départ une vision très négative des interventions non médicamenteuses. Et en fait, voyant que les interventions non médicamenteuses efficaces, et les praticiens évidemment, en complément des médicaments, font que les personnes vivent de plus en plus âgées, et mieux, et avec une meilleure qualité de vie, ils ont compris qu'on n'est pas contre eux. Mais en fait, il faudrait juste comprendre que 1 plus 1, ça fait 3, et pas 1 plus 1, ça fait 2. Et que l'un et l'autre, donc le « et » est essentiel. Donc la notion d'intégration, aujourd'hui, est essentielle. On n'est pas en train de lutter contre eux. Peut-être qu'il y aura des bénéfices économiques et autres, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'enjeu pour les êtres humains, et que les êtres humains soient en meilleure santé et une meilleure qualité de vie. Donc tout l'enjeu, il est bien là de dire « et ». Et donc, voilà. Peut-être que nous aussi, il faudrait qu'on soit plus fort dans cette organisation collective et collégiale pour faire avancer le sujet. Merci encore de vos propos, c'est remarquable. Oui, Laurence.
Oui, je voulais vous remercier, Madame Rivasi, de votre intervention très engagée. Moi, je rebondis sur votre remarque qui me semble essentielle de la question de la formation des médecins et de la posture et du positionnement de la recherche qualitative en tant qu'objet de science. D'accord ? On est dans un système où les enfants qui font des études de médecine sont formatés à l'evidence-based medicine et à l'essai contrôlé randomisé. On ne pourra pas progresser, à mon avis, sur la question des thérapies complémentaires s'il n'y a pas une implémentation, une éducation, une pédagogie sur la question de la recherche qualitative. Et c'est pour ça que notre groupe s'est vraiment cantonné finalement à aller dans le champ du quantitatif en élaborant une méthode innovante, IPSE, et surtout en la publiant, ce qui donne du crédit scientifique à ces gens qui estiment que le qualitatif, c'est du bavardage. Il faut en effet… Alors, on peut dire que quand ça vient en effet des sciences humaines, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de méthodologie totalement déclinée. Mais là, en l'occurrence, nous, on a fait cet effort et on l'a pensé, élaboré pour l'articuler avec, en effet, le quantitatif et l'evidence-based medicine. Mais on se doit, à mon sens, en termes d'épidémiologie, de médecine intégrative, de la santé pour tous, d'intégrer la question de la recherche qualitative dans la formation des médecins. On n'y arrivera pas sinon. En effet, on va se heurter à la HAS avec des états d'esprit formatés à l'essai contrôlé randomisé. C'est quelque chose de fondamental. Pour changer de pratique, il faut changer de paradigme. Il faut intégrer ce nouveau paradigme. C'est fondamental. Donc, merci en tous les cas de votre engagement pour une Europe intégrée et intégrative. Mais écoutez, je reprends juste au vol ce que vous dites. Les attaques qui ont été faites sur l'homéopathie, sur toutes les maladies complémentaires, c'est ça le socle. Mais à qui profite le crime? Vous voyez, moi je raisonne basiquement. À qui profite le crime? Pourquoi il se base que sur des études randomisées? Parce qu'en fait, c'est les labos qui sont derrière, puisque c'est eux qui font ces études-là. Et en faisant ce type d'études avec les autorités de régulation, eh bien, ça les sert. Donc, il faut qu'ils sapent toutes les autres méthodes. On est d'accord. Et c'est incroyable parce que, si vous voulez, moi, je me bagarre contre les lobbies, vous savez, depuis 40 ans. Donc, je sais comment ils pratiquent. Et comme ils sont très proches de la Commission européenne, comme ils sont souvent, c'est les experts dans les autorités de régulation, ce sont des experts qui ont été financés par les labos. Et tout à l'heure, il y avait une intervention en disant il faudrait demander à tous les experts qui interviennent d'ailleurs à la télévision leur conflit d'intérêts. Parce que c'est des gens qui ont été biberonnés depuis le début, même dans le cas de la formation initiale, la formation continue, et après, dans leurs hôpitaux. Donc, moi, quand j'écoute ces experts, je leur ai dit, mais dites-le aux gens que vous êtes payés par les labos. Et ça explique. Alors, moi, j'attaque beaucoup la commission, d'ailleurs. Vous voyez, quand ils ont donné l'autorisation sur le remdesivir, mais c'est un scandale. Un scandale. Et alors après, on reproche à la médecine intégrative de ne pas avoir des évaluations quantitatives, quand eux-mêmes, sur des évaluations quantitatives, ils se font avoir sur des grandes études. Absolument. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de la confiance, moi, je ne l'ai plus, la confiance. Donc, chaque fois, on demande la transparence. Et en ce moment, mon combat, c'est la transparence des contrats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a donné des dizaines de milliards à l'industrie et nous, c'est de l'argent public, on n'a pas accès aux contrats avec les labos pharmaceutiques. Non mais… Oui, et alors, ce qui est terrible, ce n'est pas tellement ça. Ce qui est terrible, c'est que les députés européens ne soient pas plus proches de moi quand je me bagarre vis-à-vis de ça.
voyez, c'est ça qui me tue, moi. À la limite, c'est la complicité des gens qui fait que ce sont l'industrie qui prend le pouvoir. Parce que si les gens étaient plus rebelles, eh ben, oui, il y aurait… Alors, imaginez, sur des milliards, on n'a même pas accès à ça. Enfin bon, passons. C'est un autre combat, mais ça vous montre la difficulté qu'on a Oui. pour obtenir les infos. Et quand vous êtes critiqué, eh ben, soit il faut faire des études, ou, comme vous l'avez très bien dit, faire évoluer la méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie sacrée. Absolument, mais je crois qu'on peut s'appuyer sur, en effet, ce qu'on appelle les patient reported outcomes. Excusez-moi, Laurence, on a 2-3 minutes, pas plus. À moins le quart, on commence la conclusion. Ah oui. Donc, je me tais. Moi, finis ta phrase. Oui, non, juste pour être dans le champ du quantitatif et des essais contrôlés randomisés, Madame Rivasi, appuyez-vous sur les patient reported outcomes. Ce sont des questionnaires qu'on intègre désormais dans les essais contrôlés randomisés et ils doivent être construits avec une approche qualitative pour fabriquer ces questionnaires à partir du vécu d'expérience des patients. La FDA et l'EMA les a totalement intégrés et il y a des guides de recommandations maintenant pour leur utilisation dans les essais cliniques. Je sens que ça va nécessiter une séance de travail complémentaire. Juste, Isabelle voulait dire quelque chose depuis tout à l'heure. Un dernier mot et puis on… Donc, je vais le faire de façon très synthétique. Moi, je voudrais dire bravo parce que j'entends la difficulté de faire passer les idées. Mais nous, on a besoin de personnes comme vous, militantes, et qui amènent une réflexion dans ces combats et qui les portent. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et moi, j'apprécie dans ce que vous avez évoqué, notamment ce que vous avez rappelé de l'Europe, l'unité dans la diversité. Ça, c'est très important aussi dans la médecine intégrative. Et ce que vous avez abordé aussi en rappelant que l'intégrativité, c'est à la fois la clinique, mais c'est aussi la formation, c'est la recherche, c'est le financement. Et on entend aussi, c'est le côté politique, parce qu'on a besoin de personnes qui défendent. Et moi, j'adhère complètement aussi à ce que vous dites, ça va être groupe politique. Et ça, je crois que c'est aussi, finalement, à tous les niveaux, il y a un modèle. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ça fait écho à ce que nous… partageons aussi avec le réseau Ressenti et d'autres réseaux dans Health United, de voir dans chaque région de France, en métropole, hors métropole, mais évidemment aussi en Europe. Et c'est un plaisir de voir effectivement dans les échanges avec les collègues espagnols, allemands, les idées extrêmement inspirantes qui émergent et de réfléchir comment on peut l'adapter dans notre système, effectivement. Donc, c'est un très beau modèle de transpolitique et d'unité dans la diversité, effectivement, que vous portez. Et pour nous, c'est extrêmement précieux. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Je voulais répondre à Grégory quand même sur Madame Buchner. Elle a été virée. Elle est partie. Sauf qu'ils nous ont mis à la DGS maintenant quelqu'un qui vient de la commission trade, c'est-à-dire, vous voyez, commerce. Parce que maintenant, la santé, c'est un commerce. D'ailleurs, c'est elle qui a négocié les contrats. Enfin, passons. On va peut-être pouvoir avec elle, du coup. Oui. Par contre, je donnerai à Christine le nom de l'adjoint à la DGS actuelle qui est très sensible à la médecine intégrative. Vous savez, moi, avec 40 ans de politique, je m'adresse maintenant plus qu'au relationnel et à des gens qui sont capables de faire bouger les lignes. Si je m'adresse à l'institution, ça bloque. Mais dans l'institution, vous avez de l'humain. Et des fois, j'ai fait avancer plein de dossiers parce que quelqu'un s'est dit, il faut aider, vous voyez, le projet, parce que c'est le projet qui est porteur. Eh bien, ça passe par les personnes. Voilà. Voilà une belle conclusion. Écoute, Patricia, du coup, c'est toi qui reprends la main. En tout cas, merci à vous tous voilà, pour tous ces échanges, tous ces liens, tout ça. Et Patricia, on te laisse faire la